Je m'appelle Aurélien Colson et je suis très heureux, au nom de l'ESSEC et de l'IRENE, de vous accueillir pour ce 62e séminaire interdisciplinaire de recherche et d'échange sur la négociation, dont le sujet est le Liban au cœur des crises, crise humanitaire, crise économique, crise sociale, crise politique, crise régionale. Et pour en traiter, très heureux d'accueillir nos intervenants. D'abord, l'ambassadeur Pierre Duquesne, qui a été conseiller du Premier ministre, qui a été ensuite représentant permanent de la France auprès du FMI de la Banque mondiale, qui a ensuite, depuis 2008, occupé des responsabilités d'ambassadeur à la reconstruction, à la Méditerranée, auprès de l'OCDE. Et depuis septembre 2020, il est chargé de la coordination du soutien international au Liban. Avec lui, nous aurons un banquier d'affaires extrêmement bon connaisseur de la situation économique et sociale au Liban, François Khayat, qui est depuis une dizaine d'années associé gérant de Lazare Frères. Puis Joseph Maïla, professeur de géopolitique et de médiation à l'ESSEC, au sein de l'IRENE, et qui fut notamment directeur du Centre d'analyse et de prévision au ministère des Affaires étrangères, lorsqu'il portait encore ce nom, et qui par ailleurs a été membre de deux commissions successives du Livre blanc, ce qui ne gâche rien. Pour les accompagner, deux discutants qui lanceront le débat. D'abord, l'ambassadeur Daniel Joanneau, qui a notamment été ambassadeur à Beyrouth, mais également au Pakistan ou au Canada. Et c'est un pays pour lequel il a un lien particulier. Et puis, le Frédéric Charillon, professeur de sciences politiques et qui conseille l'IRENE pour les questions de défense. Nous avons donc un panel important. Je sais qu'il y a dans l'assistance des gens qui voudront poser des questions et c'est bien l'idée de ce séminaire de pouvoir échanger. Donc, mon rôle sera de tenir les délais et de prier nos intervenants de bien vouloir tenir les délais afin qu'il y ait justement ce temps d'échange in fine. Voilà, je n'en dis pas plus. Merci encore beaucoup à vous de nous avoir rejoints. Merci à nos intervenants. Et donc, je passe tout de suite la parole à l'ambassadeur Pierre Duquesne pour donc 12 à 15 minutes maximum d'intervention. Pierre. Je n'ai aucun problème avec Joseph commencer, mais ce n'est pas grave. Merci à l'ESSEC et je salue effectivement tous les intervenants. Pardon. Effectivement, si il était convenu entre vous que Joseph s'exprime le premier, alors pardon, autant pour moi, et donc je passe la parole. Non, mais je peux commencer, c'est comme tu l'entends. Franchement. Joseph Maïla. Je crois, Pierre, avec ta permission, je vais prendre la parole. Eh bien, vas-y. Simplement pour planter le décor, parce qu'effectivement, nous parlons des crises du Liban. Moi, je vais éclairer la dimension politique et ensuite, donc, notre ami François va parler un peu de la dimension économique et Pierre, bien entendu, la cerise sur le gâteau, c'est un petit peu tout ce qui se fait en matière de politique internationale, de médiation, notamment pour sortir le Liban de sa crise. Et Pierre est bien placé pour parler de ce fameux plan Cèdre qui concerne le Liban en priorité, et exclusivement, j'allais dire. Voilà, moi je voulais simplement, parce que le professeur Colson nous tient dans des délais absolument, j'allais dire, de manière tyrannique, dans des délais extrêmement restreints, d'aller très vite à l'essentiel. Et de dire effectivement que ce séminaire porte sur les crises, de manière multiforme du Liban, des crises économiques, des crises politiques, la dimension internationale aussi. Et donc, je vais simplement me focaliser sur la crise politique pour dire que la situation actuelle se présente avec la pire des conjonctures possibles, puisqu'il y a une crise économique et un pays qui s'enfonce dans la crise, mais François en parlera. Il y a une crise politique, puisqu'il n'y a pas de gouvernement. Depuis que le gouvernement a démissionné le 6 août dernier, après l'explosion du port de Beyrouth du 4 août, et donc on est dans cette crise qui continue, il n'y a pas de gouvernement. Alors, le blocage gouvernemental en soi, peut être pour des politistes quelque chose de relativement connu, que ce soit en Italie ou dans d'autres pays, ou en Belgique. Le pays a pu vivre
sans gouvernement pendant un bout de temps, mais vu la situation au Liban, cette crise est une crise profonde du système qu'on appelle consociatif et de participation des communautés au pouvoir, et il pose des questions sur l'avenir précisément institutionnel du Liban. L'administration fonctionne mal ou ne fonctionne pas du tout, les services publics sont en train de fonctionner au ralenti, et on a donc une population, j'insiste beaucoup sur cette dimension, mais que Pierre évoquera, qui est complètement laissée à l'abandon et qui fait en sorte que des appels de plus en plus se font entendre pour une espèce d'assistance à une population en danger. Alors, 3 points très rapidement pour dire au fond comment se présente la situation politique. Premier constat, depuis que le Liban est entré en crise depuis le 17 octobre 2019, ce qu'on appelle le soulèvement libanais, 3 choses se manifestent qui vont concourir à la complication de la crise libanaise. La première, c'est au fond que la classe politique actuelle a été totalement dévalorisée. Alors, on peut analyser en sciences politiques pour savoir si c'est un prolongement des printemps arabes, mais on a une classe politique qui est critiquée. La population était dans les rues il n'y a pas très longtemps encore, mais le Covid l'a ramenée à la maison, si j'ose dire. Elle est touchée par une pluralité de scandales. Elle est à la fois incapable de décrocher, incapable de gouverner, et elle ne se montre même plus il n'y a aucun politicien qui ose se hasarder dans les rues de Beyrouth. La preuve, lorsque le président Macron s'est rendu au Liban début août, après l'explosion, il était pratiquement le seul à aller inspecter les abords du port de Beyrouth. Aucun politicien ne peut circuler sans se faire huer. Alors, on va prendre acte de cette situation qui va compliquer l'avenir du Liban parce qu'elle est déclassée, elle est critiquée, elle est dévalorisée, mais elle n'a pas disparu. Donc, et aujourd'hui, c'est une classe totalement tétanisée, incapable de procéder à un changement de gouvernement, une formation de gouvernement. Deuxième chose qui se manifeste au Liban et qui est intéressante, c'est la dynamique de la société civile. Et j'ai vu, Pierre, que récemment, la diplomatie française s'était un peu déportée sur cette question en disant « nous favorisons beaucoup les groupes qui, aujourd'hui, préconisent le changement ». Alors, c'est une population jeune, elle est transcommunautaire dans un pays qui est par définition communautaire, elle est porteuse d'avenir, c'est certain, elle commence à se rassembler, à se regrouper, mais il n'y a pas de pilotage politique de ce mouvement, de ce soulèvement populaire. Et la traduction ou le passage aux politiques pour la société civile, qu'on a vu dans les cas tunisiens ou dans le cas égyptien, etc., tarde à se faire, ce qui bénéficie aux forces en place. Donc, une classe politique figée, une dynamique sociale, mais qui ne se traduit pas encore au plan politique. Et la troisième idée, c'est au fond, qu'est-ce qui subsiste dans ce délitement institutionnel de force, l'armée libanaise, dont on verra possiblement dans les questions quel peut être le rôle, qui est une force légitime, bien entendu, et puis celle du Hezbollah, la milice. Donc, on a, si vous voulez, une coexistence du milicien et du soldat sur le terrain. Ce n'est pas indifférent de le noter, parce que comme la situation se dégrade, sur le terrain, effectivement, on a 2 forces qui sont détentrices, l'une de légitime et l'autre de facto, de la force armée. Voilà. Deuxièmement, la crise libanaise n'est pas seulement une crise au plan interne, c'est une crise au plan international. Donc, au plan international, 3 éléments qui semblent importants pour comprendre cette situation. D'abord, le Liban, depuis la chute d'Alep, depuis la fin de la guerre en Syrie, puisque le Hezbollah a combattu là-bas, et le Liban est un pays qui est sous la tutelle militaire de l'Iran. Le Liban est un front militaire, le Liban Sud en particulier, bien entendu, est un front militaire, peut-être de substitution à Gaza, si on essaye de voir les choses en prospective. Ça peut aussi s'enflammer, comme récemment du côté de Gaza et dans les territoires occupés. Donc, on a là le Hezbollah qui a stocké entre 100 et 150 000 missiles, qui est fort d'une armée de 7 à 8 000 miliciens combattants effectifs, qui s'est battu en Syrie, qui s'est battu aussi en Irak, et potentiellement c'est explosif à la frontière libanaise, où, je rappelle, se tient la finule
la force intérimaire des Nations Unies pour le Liban, dont l'ossature se compose de troupes françaises. Deuxièmement, le Liban est pris dans la tourmente internationale et régionale après les accords d'Abraham, après les rapprochements qui se sont faits entre Israël et les pays du Golfe, mais qui ont immédiatement créé une espèce de fracture entre un groupe mené par l'Arabie saoudite, les Émirats, et un groupe iranien qui s'est encore plus crispé entre Gaza, l'Irak, l'Iran, la Syrie, pour s'opposer à une avancée, si vous voulez, de ces forces internationales nouvelles qui veulent un rapprochement avec Israël. Et bien entendu, je le signale simplement, le Liban est un petit peu l'objet d'un tiraillement entre les Iraniens qui négocient à Vienne avec les Américains sur le JCPOA, l'accord sur le nucléaire. Et tout cela se ressent. On dit par exemple que le Hezbollah est en train de vouloir voir venir les choses à Vienne avant que l'Iran ne donne un feu vert pour le déblocage de la situation au Liban. C'est un point d'interrogation, hein, mais je le verse au débat. Et la troisième dimension internationale, je vais m'avancer sur le plan du jugement politique, c'est une chance pour le Liban. Il y a un plan international qui a été proposé par le président Macron, qui a été repris il y a 4 ou 5 jours à la télévision libanaise par l'ambassadrice des États-Unis et qui dit, voilà, former un gouvernement de mission dont l'objet sera de procéder à des réformes structurelles sur le plan économique. Et on va vers des élections qui sont prévues pour le mois de février-mars, des élections législatives en attendant la présidentielle du mois d'octobre-novembre. Voilà un peu le plan international. Alors, troisième point, et je conclue là-dessus, monsieur le professeur, c'est 3 choses. Alors, quelles sont les perspectives qui s'ouvrent, hein? Bon, première perspective, ou question, hein, est-ce que le Liban est devenu ingouvernable? Est-ce que les accords de Taïf, qui sont censés constitutionnellement réguler des crises, est-ce qu'ils sont capables encore, par les mécanismes constitutionnels, est-ce qu'ils sont capables de procéder à cette sortie de crise? Bon, pour le moment, ce n'est plus ça. Et entre-temps est venue se poser une question qui a été proposée par une instance communautaire la plus haute maronite au Liban, qui dit, mais au fond, ce pays a subi des tensions, des occupations militaires syriennes, palestiniennes, israéliennes et maintenant de manière déguisée iranienne. Est-ce qu'on peut poser la question de la neutralité? Alors, comment poser la question de la neutralité du Liban alors que le Hezbollah se bat pour libérer, entre guillemets, bien entendu, la Palestine? Est-ce qu'on peut être neutre et vouloir continuer à se battre contre Israël? Donc, voilà la question qui est posée sur le plan pour nos étudiants, sur le plan constitutionnel, sur le plan des réformes possibles. Le deuxième point, c'est qu'on s'oriente vers une violence endémique, parce que nous allons avoir un petit peu comme les émeutes de la faim en Égypte, au Chili, en Argentine, même en Grèce, hein, de manière plus... non, c'était assez violent, hein. Des gens qui descendent dans la rue, qui font la queue devant les boulangeries, une monnaie qui se dévalue tous les jours. Est-ce qu'on ne va pas vers un état de violence? Et dans ce cas-là, quid? Qu'est-ce qu'on fait? Et effectivement, une des solutions qu'il faudrait prévoir, c'est au fond ce qu'on appelle l'état profond peut surgir, hein, et prendre le devant. Il y a au Liban des tas un peu comme dans tous les systèmes politiques arabes, des organisations officielles de sécurité, la sûreté de l'État, la direction de la sûreté générale, les renseignements militaires, qui risquent de monter, de prendre et de s'installer, de s'imposer, si la situation devait se dégrader au point où on entrerait dans une quasi-jungle. Et puis, je vais terminer, monsieur le professeur, sur un dernier point qui ouvre sur la possibilité que l'on peut avoir aujourd'hui, c'est de se saisir de ce plan qui est offert au plan international, vu aussi le changement de politique des États-Unis et la possibilité d'aller vers les institutions internationales, mais l'ambassadeur Duquesne et François Kayat parleront de ça mieux que moi, pour essayer de procéder aux premières réformes sur le plan économique, sans lesquelles, effectivement, le peuple libanais va vers une situation de famine et de faim. Et puis, bien entendu, de composer ce gouvernement
et d'aller vers les réformes structurelles et en fin de compte, de terminer par des élections. L'horizon, c'est les élections. La société civile se bat pour aller de manière plus ou moins unie vers les élections et ce serait véritablement la situation la meilleure. Mais est-ce qu'on peut être optimiste sur ces questions? Je pose la question à François Kayyat qui va tout de suite me prendre la parole pour éclairer la situation économique, mais je la pose aussi au plan de la situation globale et de la diplomatie française, tout à la fois à Pierre Duquesne et à Daniel Joanneau. Merci beaucoup de votre attention. Voilà, moi j'ai terminé en ce qui me concerne. Merci beaucoup, monsieur le professeur, cher Joseph, pour ce tableau d'ensemble qui nous replonge dans la situation politique, sécuritaire aussi du Liban. Et pour compléter cette fois-ci sous l'angle vraiment économique et financier le tableau, c'est donc à présent François Kayyat qui va prendre la parole. Et merci beaucoup de votre participation. Et merci à vous de m'avoir invité à plancher devant vos étudiants aujourd'hui. Je voudrais aussi et surtout vous remercier de m'avoir demandé d'apporter des solutions à la crise libanaise en 15 minutes. Je suis sûr que ça devrait pouvoir être faisable. Après tout, ça ne fait jamais que 30 ans que tout le monde essaie. Je vais faire, si vous le permettez, un très rapide retour en arrière pour bien poser le débat et comprendre la situation à partir de laquelle on cherche à résoudre la solution et ensuite proposer des pistes de réflexion sur la manière de résoudre une crise comme celle-là. Je vais relativement vite sur la mécanique qui a conduit à la situation actuelle. Tout le monde la connaît, déficit public chronique, une politique de change fixe qui détruit la compétitivité du pays, déficit de la balance des paiements. Tout ça, ça tient un petit peu pendant un certain temps parce qu'il y a une manne étrangère qui tombe sur le pays, plus ou moins bienveillante suivant les périodes, parce qu'il y a un petit coup de chance avec la crise de 2008 qui fait que le système bancaire libanais apparaît un peu plus sûr que les banques internationales. Mais tout ça se dégrade aussi à partir de 2013, au moment où l'instabilité régionale fait que tous ces afflux de monnaie pour différentes raisons commence un petit peu à se tarir. À partir de là, le cercle vicieux s'accélère et on rentre dans un système qui aboutit en 2019 avec un coût de la ressource financière qui est totalement prohibitif pour le pays. Des signaux d'alarme, il y en a eu un certain nombre, on les a tous vus, les ingénieries financières, le message fort qui a été passé par les amis du Liban au moment de la conférence CEDRE en 2018, et je crois que l'ambassadeur Duquesne en dira beaucoup plus que moi et beaucoup mieux que moi puisqu'il en était l'un des instigateurs. La dégradation de la note de Moody's en janvier 2019 déjà, la dégradation de la note du pays par Fitch en septembre 2019, les premières alertes avec les banques qui réduisent l'accès à leurs dépôts aux clients dès l'été 2019, la crise d'octobre et la fermeture des banques. Et tous ces signaux d'alarme ont été totalement ignorés par les dirigeants libanais de l'époque. En novembre 2019, le Liban fait face à une échéance d'eurobonds d'1,6 milliard de mémoire, que le gouvernement, qui est déjà démissionnaire à l'époque, décide de payer, au mépris d'ailleurs de la réalité de la crise qui s'installe. Il décide de payer sans se poser de questions. Très bien. On avance. On arrive à un nouveau gouvernement en février 2020. Il fait face à une nouvelle échéance de paiement d'eurobonds, 1,2 milliard début mars, mais surtout, plus important, 4,7 milliards sur l'ensemble de l'année 2020 et à peu près le même montant en 2021. Et là, on se pose 2 secondes en se disant, est-ce qu'on peut se permettre de payer ou d'utiliser les réserves disponibles pour payer ces montants ou pas? Et on fait une analyse de la situation. La situation telle que tout le monde la connaît, telle que tout le monde la décrit, elle est assez simple. À peu près 90 milliards de dettes, 130% du PIB, c'est déjà considéré comme un des pays les plus endettés au monde, le 3e pays le plus endetté au monde. Mais on se dit encore à l'époque, parce qu'on regarde la composition de cette dette et on se dit les 2 tiers de la dette sont en livres libanaises, 1 tiers de la dette est en dollars, et on se dit il suffit d'un aménagement technique de la dette étrangère pour pouvoir gagner du temps et avancer.
Mais la réalité, quand on s'attaque un petit peu à l'analyse du problème, c'est qu'on constate que la situation est beaucoup plus grave. D'abord, ce n'est pas 90 milliards de dettes, mais parce qu'il y a une partie des dettes qui ont été passées un petit peu sous le tapis, que la réalité de la dette consolidée de l'ensemble du secteur public libanais, elle est plutôt de 140 milliards de dollars, tel qu'on la regarde à l'époque, plutôt que 90. Pire que ça, la composition de cette dette, elle est cette fois composée au total, quand on regarde la consolidation du bilan de la Banque centrale et du bilan de l'État, la composition de cette dette montre que la dette est aux 2/3 en devises et 1/3 en livres libanaises. Et là, ce n'est plus du tout la même photo pour réussir à faire un petit redressement technique. Et en poussant l'analyse encore un petit peu plus loin, on se rend compte que les prêteurs ultimes de l'État libanais, à 85%, ce sont les déposants dans les banques libanaises. Pourquoi ça? Parce que pendant plusieurs années, personne ne voulait plus prêter d'argent au Liban, et qu'à partir de ce moment-là, on a réorganisé le système de telle sorte que le secteur bancaire agisse comme un conduit pour canaliser l'épargne des Libanais, de l'étranger et du Liban, pour financer le déficit public. C'est là où on se rend compte que cette crise ne pourra pas se régler par un aménagement technique. Cette crise est profonde, cette crise va d'une manière ou d'une autre toucher la totalité de la population libanaise, dans son épargne et dans sa vie de citoyen, et qu'il faut donc apporter une solution d'ensemble, parce qu'il n'y a pas de solution parcellaire qui pourrait régler le problème. Le gouvernement prend à ce moment-là la décision de suspendre le paiement de la dette extérieure, demande l'assistance du FMI, présente un projet de restructuration économique et financière. La suite, vous la connaissez tous, le gouvernement démissionne et le plan est enterré. À partir de là, comment on fait? Si on peut commencer à réfléchir aux solutions qu'on peut apporter. Le problème, lui, n'a pas disparu. Donc, il faut le préalable, et ça a été rappelé par le professeur Maïla à l'instant, il faut déjà former un gouvernement, parce qu'il faut bien que quelqu'un prenne des décisions. Et ensuite, il faut s'attaquer au problème. Que ce soit un État ou que ce soit une société commerciale, je vais prendre volontairement, me mettre un petit peu sur le registre des sociétés commerciales, parce que d'abord, les Libanais ont une fâcheuse tendance à considérer que leur pays est plutôt un business qu'une nation. Et je crois que ça va faciliter un petit peu la compréhension des enjeux économiques et financiers pour tout le monde. Une société qui a des difficultés, les recettes de la restructuration sont assez simples. Moi, je résume ça à 3 chantiers essentiels avec 2 petits facteurs d'ajustement qui peuvent changer un petit peu la donne. Les 3 chantiers, le premier chantier, c'est facile. Je dois commencer par couper les foyers de paix. Première chose. Deuxième chantier, améliorer la rentabilité, la capacité bénéficiaire. Troisième chantier, essayer de mettre en adéquation le poids du passé avec la réalité ou la capacité bénéficiaire future telle que je peux l'imaginer. Et si je pense que cette rentabilité n'est pas suffisante pour combler le passif, à ce moment-là, il faut négocier un abandon de créance, mais dans cet ordre. Et puis les 2 variables dont je parlais sont aussi assez simples et assez classiques. Premièrement, l'aide extérieure. Évidemment, plus je reçois d'aide, plus c'est facile de restructurer. Et la deuxième variable, c'est le temps. Si je suis dans une dynamique positive, si j'ai installé une dynamique positive, le temps peut être mon ami. Mais en revanche, tant que je n'ai pas installé cette dynamique positive, le temps est très largement mon ennemi, et plus ça dure, plus ça coûte. Donc voilà les recettes très très simples. Et vous verrez qu'à partir de ça, on englobe à peu près tout ce qu'on veut. Alors si jamais j'essaie de revenir et de remettre ça un petit peu dans le contexte du Liban. Premier chantier, les pertes. Comment je m'attaque aux pertes? Dans une société, c'est le compte de résultat. Le compte de résultat, si je peux l'appeler comme ça dans la situation d'un pays, c'est très simple. C'est une économie qui continue à consommer du cash malgré la réduction drastique du train de vie qu'on a vécu ces dernières années, et que quand je regarde les chiffres économiques de la situation du pays en 2020, eh bien, on continue à avoir un déficit public relativement important, 3 milliards, alors que le budget de recettes de l'État est de l'ordre de 10 milliards de dollars. Une balance commerciale qui est en déficit de l'ordre de 8 milliards de dollars, une balance des paiements qui accuse un déficit de l'ordre de 10 milliards de dollars, malgré les remittances des Libanais de l'étranger qui continuent à être relativement importantes à hauteur de 6 ou 7 milliards de dollars. Et donc, un pays qui continue à avoir un foyer de perte.
couper les pertes, c'est très très facile dans le cadre d'un pays, c'est un tour de vis budgétaire. C'est-à-dire, on augmente les impôts, on réduit les dépenses. Évidemment, en augmentant les impôts, en réduisant les dépenses, on crée un peu plus de pauvreté. Et donc, il faut pouvoir accompagner cette pauvreté en mettant en place un coussin social. Tout ça, ça ne se fait pas en un jour. Tout ça, évidemment, pendant qu'on le met en place, ça consomme encore plus de cash. Et ce cash, on n'a pas 36 000 endroits pour le trouver. Soit on pompe dans les réserves, mais elles s'épuisent. Soit on fait tourner la planche à billets, mais ça conduit à un appauvrissement et une destruction de pouvoir d'achat pour l'ensemble des Libanais. Soit on fait appel à l'aide internationale. La seule aide internationale qui existe pour combler du déficit budgétaire, c'est le FMI. À partir de là, on rentre un petit peu dans notre logique. Le FMI, il exige des réformes, mais ça tombe relativement bien puisque les réformes, c'est exactement ce qui correspond au deuxième chantier que j'évoquais. Il faut améliorer la rentabilité. Améliorer la rentabilité pour une économie, c'est améliorer son attractivité, c'est-à-dire harmoniser les taux de change, améliorer l'attractivité du pays de manière générale, restaurer la confiance, restaurer l'état de droit, encourager l'investissement, amorcer la reprise en faisant des investissements d'infrastructures. Et là aussi, l'ambassadeur Duquesne en parlera mieux que moi, mais c'est exactement l'objet de CEDRE. Mais tout ça ne se fait que dans un certain contexte. Tout ça, c'est du bon sens, mais le problème, c'est que ce bon sens remet en cause l'ordre établi, ou il faudrait plutôt que je dise le désordre établi. Et c'est à cause de ça que je crois que c'est malheureusement la chose qui a été la plus farouchement combattue par ceux qui se sont opposés au plan du gouvernement au moment où il a été proposé. Et en dernier lieu, troisième chantier, mais en dernier lieu seulement, et ça c'est ce que les gens doivent comprendre, à partir du moment où j'ai fait les réformes, que j'ai restauré la capacité bénéficiaire du pays et que j'ai réduit les foyers de perte, je peux à ce moment-là essayer de régler le problème de stock de dette. Et le stock de dette, ça c'est le bilan de l'entreprise Liban, si jamais je peux prendre ça comme ça encore une fois. Et là, la photo instantanée est assez désastreuse. Parce que, d'une part, j'ai au départ 140 milliards de passifs, 140 milliards de dettes. Ces 140 milliards, ils sont aujourd'hui un petit peu moins, mais on ne va pas se perdre dans les chiffres parce qu'une partie de cette dette était en livres libanaises et qu'elle a été dévaluée. Mais mettons 110 milliards de dollars. Mais en face, qu'est-ce que je peux mettre? En face, il me reste le peu de réserves qui reste à la Banque centrale, c'est-à-dire une quinzaine de milliards. Le stock d'or, 16-17 milliards, ce qu'il vaut. Et puis ensuite, les quelques actifs d'État ou de la Banque centrale. Et il y a eu un travail qui a été fait par l'Institut Issam Fares de l'Ayyoubi à Beyrouth, qui a estimé ça à 10 milliards. Certains autres viendront vous dire que c'est plus que ça. Encore une fois, peu importe le chiffre. Tout ça, ça nous amène à une sorte de déséquilibre de l'ordre de 70-80 milliards de dollars. Donc la photo instantanée, elle n'est vraiment pas bonne. Pour combler le trou, on a un énorme problème à régler. Dans le cas d'un pays, on ne raisonne pas de manière statique. On n'est pas dans le cas d'une faillite d'une société. Une faillite d'une société, c'est assez simple. Si ça ne va pas, on prend les actifs, on les distribue parmi les créanciers et la société disparaît. Dans le cas d'une nation, évidemment, les citoyens ne vont pas disparaître, ils vont continuer à vivre et il faut bien que la société continue à fonctionner. Et donc, on est obligé de réfléchir à ça de manière dynamique. Et de manière dynamique, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, sans rentrer dans un débat de chiffres, c'est qu'il faut bien sûr que l'État assume sa responsabilité, mais sa responsabilité, il ne peut pas l'assumer au-delà de sa capacité à repayer la dette. Et donc, on va faire une estimation de la capacité de l'État, dans toutes ses composantes, à repayer cette dette. Peu importe le chiffre auquel on arrivera in fine, moi je pense que la vérité des chiffres, elle s'établira d'elle-même à partir du moment où il y aura un minimum de bonne volonté autour de la table pour le faire, parce que ce sont des faits et ces faits sont têtus. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que l'ordre de grandeur de ce que pourra assumer l'État se chiffre à quelques dizaines de milliards de dollars, et donc l'ordre de grandeur du trou va être de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et c'est là où on essaie de rentrer dans les solutions pour combler ce trou. Et je vais essayer d'aller relativement rapidement en espérant que je ne vais pas perdre trop de gens au passage.
Il y en a qui pensent que ce déficit va pouvoir s'absorber avec le temps. Encore une fois, on est dans une économie qui a un PIB de l'ordre de 25 milliards, même si on faisait de l'excédent au lieu du déficit que nous avons aujourd'hui et que nous réussissons sur notre premier chantier à transformer ce déficit en excédent. Combien d'années d'excédent faudrait-il pour pouvoir boucher un trou de plusieurs dizaines de milliards de dollars, sachant que la base, le socle, c'est 20-30 milliards de dollars de PIB. On voit bien que ce n'est pas à échelle humaine. D'autres vous disent non, 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 c'est le secteur privé qui va pouvoir compenser. On a après tout un secteur bancaire florissant et il va pouvoir gagner suffisamment d'argent à l'avenir si on le laisse continuer pour pouvoir boucher le trou et rembourser les créanciers. Et là, je voudrais vous amener à faire quand même un petit calcul sans vous perdre trop dans le détail des chiffres. Mais il est vrai que le système bancaire libanais a gagné beaucoup d'argent à un moment. On aurait pu gagner 2 milliards, 2 milliards et demi collectivement. Pourquoi? Parce qu'on a eu des rentabilités de 12-14% sur les fonds propres, au moment où les fonds propres étaient de l'ordre de 20 milliards de dollars. Mais la réalité, c'est qu'on sait maintenant que cette rentabilité, elle était assise quand même sur une rente d'État dont on sait qu'elle ne peut pas être pérenne et qu'elle n'existera plus. Donc, à partir du moment où cette rente n'existe plus, le système bancaire libanais va devoir se contenter de faire et de revenir à son cœur de métier initial, c'est-à-dire financer l'économie. Le financement de l'économie réelle aujourd'hui dans les banques libanaises, c'est 25 milliards de dollars. En imaginant même que ce financement de l'économie réelle double et qu'il passe à 50 milliards de dollars, le capital que je dois mettre, le capital réglementaire que je dois mettre en face de ces 50 milliards de prêts à une économie, c'est 5 milliards de dollars, pas plus. Et si j'applique à ces 5 milliards de dollars la rentabilité moyenne des banques internationales, eh bien, je vais me retrouver avec un profit global du secteur bancaire libanais qui va être de quelques centaines de millions de dollars et plus de milliards de dollars. Et avec ces centaines de millions de dollars, il faut que je finance le capital et il faut que je rembourse les déposants. Et donc, on voit bien que le temps qu'il faudrait pour boucher un trou de plusieurs dizaines de milliards de dollars, ben, il se chiffre en centaines d'années et pas en quelques années. Et là aussi, on a Donc, en d'autres mots, vouloir tout miser simplement sur le passage du temps pour dire le problème va se régler tout seul, il suffit de 10 ans et ça va partir, je crois que c'est soit une illusion, soit une supercherie, soit de l'inconscience. Autre remède facile pour régler le problème, c'est de rembourser les gens en livres libanaises. Et là aussi, encore une fois, un chiffre pour vous faire prendre conscience de l'ampleur de la crise libanaise qui est sans commune mesure avec tout ce qui a pu se voir ailleurs. Aujourd'hui, il y a à peu près 75 trilliards de livres libanaises en circulation, entre la monnaie en circulation et l'argent qui est déposé sur les comptes en banque. Je préfère raisonner sur cet agrégat qui correspond en fait à l'ensemble de la masse plutôt que simplement la monnaie en circulation, parce qu'il peut y avoir des variations assez significatives et des enjeux simples. On peut se mettre à peu près d'accord sur le fait que si je doublais cette masse monétaire, cet agrégat M2, je diviserai la valeur de la monnaie par 2. Puisque par définition, j'aurai le double d'argent pour grosso modo la même économie. Donc, si je crée 75 trilliards de livres libanaises de plus, la livre libanaise ne vaudrait plus 18 000 dollars par exemple aujourd'hui, mais elle en vaudrait 36 000. Or, le problème, c'est qu'à 18 000 livres libanaises, à 18 000 livres par dollar, pour créer 75 trilliards de livres libanaises, il me suffit de 4 milliards de dollars. Et donc, on voit bien encore une fois que si jamais je dois transformer des dizaines de milliards de dollars en livres libanaises, Dieu sait où finira le taux de change, mais ce ne sera pas à 10, 20, 30 000. Je termine juste là-dessus, je vous vois vous agiter, professeur, juste deux minutes. La réalité, c'est qu'on ne pourra pas apporter ces solutions simples. La solution, on la connaît, c'est accepter le fait qu'il y a des pertes dans le système, gérer les pertes dans le système, on connaît les méthodes, c'est très simple, c'est la récupération d'argent volé, c'est le haircut, c'est le bail-in, c'est tous ces instruments que tout le monde connaît, qu'on a tous répétés 150 fois, et dans un panachage qui conviendra. Le gouvernement avait privilégié le panachage qui consistait à préserver les dépôts inférieurs à 500 000 dollars parce qu'en protégeant les classes moyennes, on essayait de relancer l'économie plus rapidement. Un autre panachage est parfaitement possible. Le débat de fond n'a jamais été engagé. On s'est contenté de rester dans le déni de la réalité. Donc, en conclusion, ce que je dirais, c'est très simple. L'ampleur du problème libanais est telle qu'il n'y aura pas de traitement sans douleur.
Mais la gravité de la crise libanaise, elle ne se résume pas à ces quelques chiffres. La gravité de la crise libanaise va se mesurer au regard des conséquences à long terme qu'elle va avoir sur l'économie. Et je crois malheureusement que la vacance du pouvoir qui conduit au refus d'accepter cette douleur initiale et qui conduit à la politique actuelle de transformation, de création monétaire et d'utilisation en outrance du facteur temps n'aggrave en fait les conséquences à long terme de cette crise sur la situation du Liban. Merci beaucoup François Khayat. C'était un tour de force en un quart d'heure de ciseler aussi finement le tableau financier de la situation, dont il ne faut pas passer sous silence les conséquences sociales. Vous en avez parlé. Souvenez-vous, il y a, en plus de ces difficultés, environ 1 million de réfugiés actuellement au Liban. Et c'est tout cela, évidemment, qu'il faut avoir en tête. Je passe la parole à l'ambassadeur Pierre Duquesne, dont il rappellera, s'il le souhaite, mais j'en dis un mot, qu'il a eu une carrière importante au Trésor et puis auprès du FMI, de la Banque mondiale. Donc, en plus de ses fonctions, son expérience d'ambassadeur, il a lui aussi une très très bonne maîtrise des mécanismes économiques et financiers. Pierre Duquesne. Cela a été bien présenté. Non, merci à toutes et tous d'être là. J'ai bien réfléchi au titre de ce séminaire, le Liban au cœur des crises. Et à tout prendre, ce titre m'a paru un peu gênant. Il laisse comme souvent supposer que le Liban est entouré de crises qui le dépassent et dont il n'est pas responsable. Et j'ai donc envie de traiter le sujet à l'envers. Les crises au cœur du Liban, et comme vous avez tous parlé de CEDRE, j'avais inventé effectivement l'acronyme CEDRE, Conférence économique pour le développement par les réformes et avec les entreprises. J'y reviendrai. Mais je vais prendre CEDRE pour les 5 crises du Liban. Crise de confiance, c'est le C. Crise économique, c'est le E. Crise de développement, c'est le D. Crise de régulation, c'est le R. Et crise étouffée, c'est le E. Et je vais le faire à travers 5 maladies de cet arbre qu'est le cèdre. Et je demande pardon aux spécialistes des conifères. D'abord, la crise de confiance, c'est, si je puis dire, la chenille processionnaire du cèdre, qui est à l'origine de sa défoliation. Malheureusement, le cèdre ne se régénère pas naturellement. Premier point sur la confiance, le contrat de confiance qui avait été passé à la conférence cèdre n'a pas fonctionné. Elle s'est tenue le 6 avril 2018 et ça a été un contrat de confiance sans service après-vente. Il y avait 3 piliers, un vaste programme d'investissement en infrastructure que les autorités libanaises demandaient à la communauté internationale de financer. Il est toujours nécessaire, François Khayat l'a dit, des réformes macroéconomiques, de bonne gouvernance et de régulation nécessaires à ces investissements même, au redressement de l'économie, à la consolidation de l'État et enfin des financements. Et les promesses de financement des 16 donateurs qui ont fait de telles promesses ont atteint un montant totalement exceptionnel, 11,1 milliards de dollars. Mais contrairement aux conférences dites Paris 1, Paris 2, Paris 3 dans la première décennie de ce siècle, qui avaient conduit à quelques versements sans réforme, dans ce qu'il est convenu d'appeler le processus CEDRE, les financements n'allaient pas sans réforme. Et le programme de réforme n'ayant pas commencé à être mis en œuvre, aucun centime n'a été versé. Cette rupture de confiance avec la communauté internationale a compté. La perte de confiance, ensuite, c'est ma deuxième idée là-dessus, a continué de s'opérer au long des années 2019-2020. Moi, je vois dans la Taoura, en octobre 19, le début de la fin de la confiance de la population et de la diaspora. Le 9 mars 2020, François Khayat en a parlé, l'annonce du défaut sur la dette a entériné la fin de la confiance des marchés et la fin des échanges avec le FMI a continué d'affaiblir la confiance de la communauté internationale. Je dis échange parce qu'à aucun moment il ne s'est agi de négociation. Et ces échanges ont démarré dans le courant du mois de juin 20, après le dépôt d'une demande d'assistance dont a parlé François Khayat, et ils ont été interrompus du fait des autorités libanaises en raison des désaccords entre acteurs libanais eux-mêmes sur l'allocation des pertes financières. Se battre
ça a été éloquemment dit sur l'allocation des pertes, n'est pas du tout la bonne méthode pour créer de la confiance. Pour rétablir cette confiance, les moyens sont connus et ne sont pas mis en œuvre. Oui, effectivement, d'abord, l'initiative française, entre guillemets, comme on l'appelle au Liban, est toujours d'actualité. Et dans la ligne même de cette initiative lancée par le président de la République française visait à regagner la confiance en poussant la classe politique à agir, mais aussi en soutenant l'opinion publique et en faisant fonctionner ensemble la communauté internationale. Emmanuel Macron, le 1er septembre 2020, a réuni l'ensemble des forces politiques libanaises qui ont pris devant lui l'engagement de former dans les 15 jours qui venaient un gouvernement de mission capable de mettre en œuvre, avec un agenda de 1 à 3 mois, une feuille de route précise de mesures de réforme dont le contenu était agréé théoriquement par tous, forces politiques, société civile, communauté internationale. Et cela, Joseph Medela l'a dit. Cette feuille de route se décline toujours. Elle est toujours sur table en 3 parties. 1, la lutte contre la pandémie de Covid et la situation immunitaire. 2, les suites de l'explosion du 4 août et la reconstruction du port. Et 3, les réformes. Et quand je dis réformes, certains n'étaient que de simples signaux. Il s'agissait de nommer des gens dans des autorités de régulation ou de lancer une revue de la fonction publique. D'autres étaient de plus vraies réformes de gouvernance dans les marchés publics, la justice, les douanes, les finances publiques, que sais-je, sans parler de l'électricité dont on n'a pas encore prononcé le mot. La formation du gouvernement, le début de réforme se font toujours attendre. Ça a été dit depuis la démission du gouvernement actuel le 10 août 2020. La simple formation d'une équipe ministérielle ne suffira pas à rétablir la confiance, mais l'engagement de première réforme irait dans le bon sens. Et d'ailleurs, beaucoup des réformes, des actions prévues dans la feuille de route pourraient être engagées dès maintenant, y compris par le gouvernement d'expédition des affaires courantes. Et certaines lois pourraient être votées par le Parlement libanais dès aujourd'hui, à l'instar de l'indispensable réforme des marchés publics. Puis le dernier élément pour rétablir la confiance, ça a été dit, c'est un programme du Fonds monétaire international. C'est le seul vrai catalyseur de confiance, la seule issue possible à la crise que traverse le pays. Sans programme FMI, les donateurs bilatéraux, multilatéraux demeureront réticents à appuyer le Liban et après même la constitution d'un gouvernement, ils continueront à conditionner tout financement à la conclusion, voire pour un certain nombre d'entre eux, à la mise en place effective d'un programme FMI. Donc voilà pour cette crise de confiance. La crise économique, pour moi, c'est la mineuse du cèdre, qui est une autre chenille qui creuse des tunnels à l'intérieur des feuilles du cèdre. Et cette infection par la mineuse peut aussi causer la défoliation. Première idée là, le Liban traverse une crise financière absolument classique, qui classiquement a produit une crise économique. Le dernier rapport publié il y a quelques semaines par la Banque mondiale classe cette crise parmi les 10, voire parmi les 3 crises mondiales les plus sévères depuis le milieu du 19e siècle, et singulièrement par rapport aux crises de l'Amérique latine auxquelles vous pouvez songer. Cette faillite économique financière s'explique par l'économie d'endettement du Liban, et je veux bien souligner qu'on ne croit pas qu'il y a spécialisation. Toutes les crises financières viennent d'un endettement massif, excessif, public, privé, lequel permet de vivre à crédit au prix d'un coût de financement croissant. Tout ça a été dit, et toutes les crises financières se transforment en crise économique. L'idée que je poussais là, c'est que le Liban ne fait pas exception. Il est aujourd'hui en stagflation, à la fois récession, moins 20, moins 25% de PIB l'an dernier, moins 10 cette année. Le PIB, on ne sait plus trop où il est, et c'est pour ça que les chiffres de François Kayyat ont pu surprendre, quelque part autour de 20 ou 30 milliards de dollars, selon le taux de change. Le PIB par tête a baissé de 40%. Une contraction aussi brutale, aussi sévère, n'est observée qu'en temps de conflit ou de guerre. Et puis hyperinflation, avec au moins 150% d'inflation et une perte de la valeur de la monnaie de 90%. Un rapport qu'avait produit la Banque mondiale à l'automne était encore plus parlant, qui qualifiait la situation de dépression délibérée. C'est-à-dire au mieux que les réponses
des autorités libanaises à ces défis ont été extrêmement insuffisantes, voire nulles, au pire que l'inaction dans le traitement de la crise est voulue. Et cela s'explique par l'absence de consensus politique sur des politiques publiques efficaces ou par un consensus politique par défaut qui vise à préserver le système tel qu'il est. Cette crise économique est désormais une crise humanitaire qui ne touche plus seulement les populations réfugiées au Liban, mais une bonne partie de la population. Nous continuons face à cette crise de mobiliser la communauté internationale. Nous l'avons fait par 2 conférences, le 9 août et le 2 décembre 2020, au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Puisqu'il n'y a pas de gouvernement avec lequel travailler, l'approche, effectivement, c'est ce que disait Joseph Mella, défendue par la France, confortée par ses partenaires, vise à accorder une place centrale à la société civile. Je vous signale à titre de symbole que lors de la conférence du 2 décembre 20, la société civile libanaise s'est exprimée juste après le président Macron, avant même le président de la République libanaise. Et durant cette seconde conférence, nous avons adopté ce qu'on appelle une architecture de l'aide qui met en place des structures de financement, de concertation, d'évaluation qui font une part belle à la dite société civile, un cadre qui s'appelle dans le jargon Reform, Recovery and Reconstruction, donc réforme, reprise et reconstruction. Les premiers petits financements seront dispensés par la Banque mondiale dans les tout prochains jours. Et ces conférences nous permettent de maintenir l'intérêt de la communauté internationale. Ce qui guette le Liban n'est pas l'hostilité de celle-ci, c'est son indifférence. Et ça ne va pas de soi de maintenir l'intérêt de la communauté internationale. Nous le faisons avec les multilatéraux, avec l'UE, avec les grands bilatéraux, à commencer par les États-Unis, mais aussi avec les partenaires de la région. C'est une crise de développement. Ensuite, et pour moi, c'est la tordeuse du Liban, c'est une chenille qui fait rougir totalement les aiguilles jusqu'à la destruction de l'arbre. Je pense qu'il faut repenser totalement les politiques publiques. Et la crise qui ronge le Liban est une crise systémique, pas seulement financière. Le modèle socio-économique, voire politico-social du Liban a vécu. Il ne pourra pas être rebâti comme tel, notamment parce qu'il y avait une paix sociale fondée sur une économie d'endettement qui a été facilitée par un taux de change surévalué. Et donc, une réflexion indispensable sur le modèle économique et social durable doit s'engager. Au Liban, aujourd'hui, sans attendre l'intervention de la communauté internationale, sans règlement de la situation régionale, sans le départ même de tel ou tel dirigeant. Et il peut paraître un peu étrange de pousser à une telle réflexion de substance alors que le pays s'enfonce dans la crise, mais même en période de crise, il faut penser à plus long terme et donner une perspective à tous. C'est quelque chose que j'ai dit à mes interlocuteurs libanais depuis plusieurs mois, de réfléchir au futur. Il y a un mois, le 26 mai, j'étais invité à m'exprimer au premier colloque d'un nouveau think tank qui s'appelle la Fondation citoyenne libanaise, et j'ai saisi de cette occasion pour tenter de m'appliquer à moi-même cette demande de réflexion en posant des questions. Donc, je ne vais pas refaire cet exposé, je vous invite à aller le voir, mais qu'il y ait au Liban les débats de politique publique qui existent partout, singulièrement en année préélectorale. Quel rôle de l'État? Quel mix énergétique? Quelle politique fiscale au sens français du terme? Quelle insertion dans la mondialisation, etc., etc. Quelle politique de transport, de logement? Donc, à la fois dans le développement, ces grandes réflexions stratégiques, et puis dans le même temps, nous continuons de soutenir en plus petit le Liban dans son développement. Un pays qui est en défaut souverain ne peut plus avoir de prêts, il n'a que des dons, donc nous n'intervenons que par dons. L'aide française l'an dernier aura atteint près de 86 millions d'euros. Pour cette année, nous attendons quelque chose de l'ordre de 70 millions d'euros dans les domaines prioritaires, alimentation, santé, éducation. Je dis sur l'éducation en passant que nous soutenons les écoles françaises, mais aussi nous commençons à soutenir l'enseignement public vers lequel se tournent de plus en plus les Libanais. Nous réfléchissons à la formation professionnelle. Nous sommes aussi dans la reconstruction du patrimoine et la culture. Nous sommes énormément dans la reconstruction du port de Beyrouth.
y compris avec les ports de Marseille et du Havre, et tous les sujets, des déchets jusqu'à la gouvernance. Je vous cite tous ces exemples, c'est déjà trop long, parce que ça vous montre qu'en dépit de la situation, nous n'abandonnons pas le Liban, mais ces multiples actions de développement ne sont pas à la hauteur des enjeux. Mais j'aime ici quand même citer le révolutionnaire français Joseph Seyès qui disait « Une communauté démocratique a besoin de place publique et de réverbères ». Donc il faut aussi faire des petites actions. Le R m'amène à régulation, et là c'est le champignon du cèdre, il s'appelle le pourridier ou armillère, qui entraîne le dépérissement progressif des feuilles et des rameaux. Le Liban a besoin de régulation moderne pour entrer pleinement dans la modernité. François Kayat a dit qu'un programme avec le FMI, ça serait un programme d'ajustement budgétaire, mais aussi il y aura à mettre en place des régulations sectorielles qui aident à l'investissement, public ou privé, libanais ou étranger, dans tous les secteurs. Le pays a besoin également de régulations transversales, j'en ai cité quelques-unes, des marchés publics à la lutte contre la corruption. Souvent, il s'agit d'ailleurs d'appliquer les textes existants. Et puis, le pays a besoin de régulation financière. Il y a un débat classique entre économistes qui s'appelle discrétion contre règle. Dans le cas des politiques financières du Liban, le moins de discrétion possible, mais le plus de règles paraît nécessaire pour redonner confiance aux agents et à la communauté internationale. Dans ce contexte, le choix de la politique de change est central. Quand on est en pleine crise de change, ce secteur mérite une réflexion particulière, compte tenu, je l'ai dit, du rôle du taux de change surévalué dans la crise du modèle précédent. Il faut aller vers l'unification du taux de change, mais lequel? Et commencer à se poser la question suivante, le pays a-t-il besoin d'un système de change fixe ou flottant? Le change fixe est une discipline monétaire externe qui peut aider, comme c'est arrivé en France. De l'autre, le change flottant donne plus de flexibilité, et la forme ultime du change fixe, c'est ce qu'on appelle le currency board, la caisse d'émission, qui est un débat qui commence à monter au Liban, système par lequel l'émission de monnaie est couverte par les devises. C'est la forme ultime de la régulation. Et puis la régulation bancaire, la question de la résolution bancaire devra être abordée. Le système bancaire libanais devra nécessairement se structurer avec des banques qui vont devoir fusionner. Pas au hasard des événements, mais selon un processus organisé et transparent. Avant que vous soyez étouffés, j'arrive à mon E, la crise étouffée, et c'est un peu un cèdre qui souffre d'asphyxie racinaire, soit parce que la terre est remblayée trop haut, soit parce que trop d'eau lui est apportée. À ce moment-là, le cèdre prend une couleur jaunâtre. Au Liban, la crise est étouffée par deux systèmes principaux, si je puis dire, deux facteurs principaux. D'abord, ce que je vais appeler les palliatifs, et le débat dit des subventions, c'est-à-dire en fait l'utilisation d'un taux de change surévalué pour acheter à l'étranger certains produits essentiels. C'est un mécanisme coûteux qui a un impact mitigé et qui, pour une part, aide les plus riches. Les subventions au carburant aident ceux qui ont des voitures. Mais à l'inverse, ce système a des effets dans de multiples domaines. Et je citais les voitures. Nous savons que les bus scolaires vont être impactés par l'éventuelle disparition du système de subvention et bien entendu le panier de la ménagère ou le coût de la santé. Ce débat est lancé, il doit être mené avec précaution. Le second palliatif dont je vous parle est un échange que nous avons entre nous, communauté internationale, c'est la dollarisation de l'aide internationale. C'est l'idée que les transferts de la communauté internationale vers les citoyens libanais ne passent plus par le système bancaire libanais, afin d'éviter que celui-ci ne s'approprie la différence entre les cours théoriques et le cours de marché. Cette idée progresse. L'autre mécanique, c'est ce dont a parlé François Kayat, ce qui est appelé en anglais la lirafication, la dédollarisation. La crise financière n'a pas été traitée au fond, mais la stratégie est mise en œuvre qui consiste à transformer les dépôts en dollars en dépôts en livres. Et en fait, avec l'impression massive de livres, un haircut a été fait au détriment des petits déposants. Et pendant ce temps-là, cette politique réduit le passif des banques et au fur et à mesure que
les banques récupèrent la différence, elles réduisent lentement mais sûrement leur niveau de perte, qui se trouve financé non pas par leurs actionnaires, mais par les déposants, quelle que soit la taille de ceux-ci. Et je pense à Jacques Lacan, tout se passe comme si le système bancaire et financier arrivait à donner le change. J'en termine en disant que les maladies du cèdre viennent d'insectes, de champignons, et sont essentiellement issues de mauvais traitements par le jardinier ou d'absence de traitement préventif. Elles ne viennent pas d'éléments exogènes sur lesquels celui-ci n'aurait aucun contrôle. Et encore, je ne vous ai pas parlé de l'hyménoptère calcidien ou du grand charançon. Vous les identifierez vous-même. Mais le cèdre est à l'inverse un arbre millénaire appelé à vivre longtemps. Et je crois sincèrement qu'un pays riche de son capital humain comme le Liban est capable de se ressaisir. Il ne peut en rester à une absence de solution ou des solutions simplistes. Il doit surtout, en année électorale, l'ai-je dit, débattre de sujets dont débattent tous les pays. Et c'est le message que passe inlassablement la France, qui garde confiance dans les Libanaises et les Libanais et qui pousse la communauté internationale à faire de même. Un peu long, mille excuses, et une fois encore, que les spécialistes du cèdre soient les premiers à m'excuser. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, cher Pierre, d'avoir si bien, non seulement filé la métaphore, mais d'avoir si bien éclairé les enjeux et les multiples crises qui sont bien au cœur du Liban, comme vous l'avez dit. On va passer la parole, avant d'ouvrir le débat, à deux discutants. Tout d'abord, l'ambassadeur Daniel Joanneau. Cher Daniel, vous avez été en poste au Liban de 1997 à 2000. Et donc, je vous passe la parole pour une réponse en 3 à 5 minutes. Et puis ensuite, Frédéric Charrier. Ah, on ne vous entend pas. Il faut remettre votre micro. Oui. C'est bon, Daniel, allez-y. Merci beaucoup, Aurélien, et merci de m'avoir invité à participer à cet échange. On ne peut pas avoir servi au Liban, même si c'était il y a 20 ans, sans aimer profondément le Liban et les Libanais, et sans éprouver devant ce qui se passe en ce moment une immense tristesse et, pour tout dire, beaucoup de colère aussi. Je partage entièrement l'analyse politique de Joseph Maïla, l'analyse financière de François Kayat et l'analyse sylvestre de Pierre Duquesne. Là, on sait ce qu'il faut faire pour remettre le pays sur les rails. Ceux qui sont aux commandes ne veulent pas le faire. Avec qui peut-on faire avancer les choses? Avec qui discuter? On a raison de regarder dans la société civile la naissance d'initiatives très intéressantes. Il y a des groupes qui se constituent. Il y a eu déjà, lors des dernières élections municipales, l'apparition de nouvelles formations politiques. Je pense en particulier à Beyrouth Madinati, à Beyrouth. Mais il n'y a pas encore de fortes personnalités nationales qui pourraient prendre la direction de ce mouvement. Et il y a aussi des désaccords entre ces différents mouvements, des désaccords politiques, des désaccords sur la politique économique. Donc, on est loin d'avoir encore une véritable alternative à l'incapacité de ceux qui ont en charge le pays et qui restent sourds à toutes les recommandations qui leur sont adressées. Donc, l'an prochain, on espère qu'il y aura des élections, mais il est arrivé dans le passé que les élections soient reportées pendant des années. Enfin, normalement, il devrait y avoir, comme cela a été dit, des élections législatives, des élections présidentielles. Est-ce qu'on va voir des candidats nouveaux, des visages nouveaux qui vont essayer de percer cette forteresse qui semble actuellement imprenable parce que c'est un système politique cadenassé. Et il est très difficile à un nouveau venu, à un nouvel entrant, de pouvoir désigner des députés, des ministres, etc. Mais enfin, il faut les encourager. Il ne faut pas laisser tomber ce pays qui nous est très proche, qui a toujours occupé dans notre politique étrangère une place hors norme. Il y a au Liban des gens formidables.
il y a à l'extérieur du Liban et en particulier en France des gens formidables et je suis très heureux de voir autant d'amis libanais, alumni de l'ESSEC qui se sont connectés pour participer à notre échange. Et nous savons bien que si l'on regarde la longue période, le Liban a su faire preuve au pire moment à d'exceptionnelles capacités de rebond. Donc c'est sur cette note d'espoir que je voudrais terminer. Merci, Monsieur l'ambassadeur, cher Daniel, pour ce témoignage où on sent à la fois votre connaissance du Liban, mais aussi l'affection que vous avez pour le Liban et les Libanais. On passe la parole à présent à Frédéric Charillon, conseiller de l'Irénée pour les questions de défense, pour également son éclairage. Merci, merci cher Aurélien, merci à tous les orateurs, c'était particulièrement passionnant. Alors je fais partie de, mais je crois que nous sommes nombreux dans ce cas aujourd'hui, tous ceux qui aiment le Liban, où je ne suis pas un spécialiste, je n'ai pas été en poste, mais j'ai séjourné très fréquemment, souvent d'ailleurs grâce à notre ami Joseph Maïla, en tout cas dans les séjours les plus récents. Je vais peut-être un peu brutaliser le débat, mais c'est une brutalité de désespoir et plus que, évidemment, et certainement pas de doute sur le pays. Je partage tout ce qui a été dit, c'est-à-dire il y a des gens formidables, il y a des solutions que l'on entrevoit, il y a des crises qui sont relativement classiques et dont nous connaissons relativement bien les instruments pour en sortir, mais il y a aussi des blocages que nous connaissons tout autant et des responsabilités que nous connaissons tout autant. Alors, bien sûr, il y a la classe libanaise, la classe politique libanaise, tout ça a été dit. Il y a aussi d'autres acteurs extérieurs qui ont des relais internes. Je crois que le mot de Hezbollah n'a pas encore été prononcé beaucoup aujourd'hui, mais il va probablement arriver dans les questions. Je le pressens, le rôle de l'Iran également, le rôle de la Syrie aussi. Donc, j'aurais plutôt une question. La communauté internationale se désespère quand même progressivement du Liban. Et ça, c'est une véritable... Alors, pas tout le monde. Hein, on a bien vu les efforts français qu'il faut saluer. On a bien vu un moment, d'ailleurs, très, 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 très émouvant, un moment d'émotion à la suite des explosions du mois d'août de l'année dernière. Mais les États-Unis ne sont sans doute pas prêts à hypothéquer à nouveau des politiques dans la région pour uniquement le Liban. L'Arabie saoudite a souvent plié bagage par colère vis-à-vis notamment du Hezbollah et dans le contexte que nous connaissons, c'est-à-dire de rivalité extrême avec l'Iran. La France a fait beaucoup, a dit beaucoup, mais on en a vu aussi les limites, ce qui ne veut pas dire qu'il faut arrêter. De toute façon, l'indifférence est impossible pour nous vis-à-vis du Liban. Et jeter l'éponge et baisser les bras n'est pas une option. Ma question, c'est que quand on voit toute cette dynamique, qu'est-ce qui peut empêcher aujourd'hui ce processus extrêmement pernicieux par lequel progressivement, tous les acteurs, y compris de bonne volonté, finiraient par jeter l'éponge, pas forcément la France, mais elle ne peut rien toute seule, pour laisser en quelque sorte un feu vert aux acteurs que nous connaissons, on les a cités tout à l'heure, le Hezbollah et d'autres, peut-être d'ailleurs, pourquoi pas, dans un marchandage plus large, plus régional. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut éviter ce scénario, je dirais, d'abandon en pente douce, mais qui serait extrêmement pernicieux? Qu'est-ce qui peut faire que nous puissions encore éviter le pourrissement d'une situation qui s'aggrave? Tout le monde l'a dit et tout le monde a fait un diagnostic tout à fait remarquable. Est-ce qu'il faut un traitement de choc? Est-ce qu'il faut des sanctions? Est-ce qu'il faut miser sur effectivement des acteurs tout à fait nouveaux d'une société civile en disant on ne parle plus à certains autres acteurs, on mise tout sur d'autres? Est-ce que ça ne serait pas contre-productif? Comment peut-on éviter aujourd'hui cette pente douce extrêmement pernicieuse qui semble quand même, plus que d'habitude peut-être aujourd'hui, amener le pays vers une abîme? Il s'est relevé de tout, le Liban. Les gens, ils sont remarquablement courageux. On ne compte plus le nombre de fois où ils se sont relevés. Cette fois, on a l'impression, en tant qu'observateur extérieur, qu'on arrive à une situation critique. Comment éviter qu'on continue à descendre pour passer en dessous de la ligne de flottaison? Merci beaucoup Frédéric pour ce regard complémentaire à la fois sur la situation régionale et qui donne peut-être envie d'une première question.
En fait, il y en aurait deux. Il y en aurait deux. J'essaie aussi un peu de faire la synthèse des questions qui apparaissent sur le chat et n'hésitez pas à rajouter vos questions. Mais comment voyez-vous la dynamique de cette crise? Parce que lorsqu'on parle de crise, il y a d'une part la poursuite de la détérioration de la situation, qui est une dynamique en elle-même, et d'autre part, l'arrivée des solutions ou les premiers effets des mesures qui ont été mises en place. Comment lisez-vous les uns les autres l'équilibre entre ces deux dynamiques? Parce que c'est un peu ça aussi qui peut créer cette fatigue au bout d'un moment des acteurs qui portent ce soutien. Et puis, deuxième axe, beaucoup de questions tout de même sur la responsabilité de la classe politique libanaise et comment rejoindre finalement les efforts économiques d'un côté avec le renouvellement des responsables libanais. Alors je ne sais pas les uns les autres, Joseph, François, Pierre, qui veut rebondir un petit peu là-dessus avant qu'on prenne une série de questions. Pierre, si tu veux bien, mais, tout aussi bien Daniel ou François. Sinon, je me jette à l'eau. Hein. En service commandé, mais Pierre veut peut-être intervenir. Non, mais je risque de me répéter. Croire que la solution au problème du Liban va d'abord et avant tout venir de l'extérieur est une erreur. Ce n'est pas l'environnement international qui a fait les pertes d'électricité du Liban, hein, et qui, on ne l'a pas dit, constituait en gros 40% de la dette accumulée du Liban. Donc, ça se passe d'abord et avant tout au Liban. Que l'environnement puisse aider, si ça se calme ici ou là, puisse aider, certes, mais il faut que l'on voit de la part de tout le monde, l'idée de changer de modèle. C'est pour ça que j'invite à ce qu'on débatte. Je vous prends un exemple. Politique fiscale. Moi, je ne vois pas les Libanais, de toutes obédiences, débattre de politique fiscale. Le taux de prélèvement obligatoire au Liban est extrêmement faible, un des plus faibles au monde. Veut-on augmenter les impôts? Si oui, lesquels? Entreprises ou ménages? Si ménages, impôts directs ou TVA? Que sais-je? Que l'ensemble des forces libanaises, au sens commun du terme, que l'ensemble des forces vives libanaises, vais-je dire, se lancent dans les débats sur le Liban de demain, plutôt que de tenter de solder les pertes d'hier, et mettre sur table les vrais sujets. EDL, j'en ai parlé, l'électricité du Liban. Saviez-vous, vous le savez j'espère, qu'il y a 30 ans, les 2/3 de l'électricité du Liban étaient renouvelables, hydrauliques. Aujourd'hui, 0. Donc, il y a un débat, avant même de savoir si c'est X, Y ou Z qui est responsable des pertes d'électricité du Liban, sur ce sujet, et j'en passe. Donc, n'attendons pas que les sanctions qui cheminent aient fait leur effet, que telle ou telle puissance extérieure ait décidé telle ou telle chose. Ayons au Liban, que les Libanais eux-mêmes, et les débats qui forcent à parler d'autre chose. Ah, donc c'est dur, hein, j'en conviens, parce que, pardon Frédéric Charion, on n'est pas en pente douce, on est dans la crise absolue, totale. Le pays est en train de sombrer et effectivement, il faut à la fois traiter les problèmes humanitaires, ce que la France fait, ce que nous faisons, mais il faut aussi penser à l'avenir. C'est vrai que c'est compliqué, je n'en disconviens pas, mais pas en se disant il y aura une solution miracle. Il n'y en a pas. Il n'y aura pas de solution miracle. Elle s'appelle, comme par le passé, ingénierie financière ou demain gaz ou que sais-je. Il n'y en a pas. Donc il faut qu'il y ait des pétitions de chefs d'entreprise, de citoyens même, disons, nous voulons un programme du Fonds monétaire international. C'est un peu bizarre de dire cela. Je le dis en conscience que ça risque d'être répété. Mais il devrait y avoir des manifestations en faveur du FMI. Il devrait y avoir, je caricature bien sûr, hein. Mais donc voilà, ne croyons pas dans le fait que la solution viendra d'un changement d'environnement externe. Pardonnez-moi de me répéter un peu, mais comme je sens que ce n'est pas encore dans les esprits, je le redis avec une certaine force. Merci. Merci. Joseph Maïla.
Oui, merci, merci, monsieur l'ambassadeur Duquesne, cher Pierre, hein, de cette intervention qui focalisait effectivement sur des perspectives d'avenir. Mais je voudrais rebondir. Tu as essayé d'activer la dialectique dans les deux sens, c'est-à-dire ce n'est pas le Liban qui est au cœur des crises, mais les crises qui sont au cœur du Liban, et c'est absolument essentiel. Je crois que ça va dans les deux sens. Je vais plaider beaucoup plus pour un Liban qui est assailli de ces pièges, hein, même si je vais dans le sens d'une agression, entre parenthèses, d'agression externe, hein, et répondre à la question en même temps d'Aurélien Colson. Aurélien Colson disait quelle est la dynamique de la crise, hein, et quitte à utiliser des termes contradictoires, hein, je veux dire que l'inertie est une dynamique, hein. À force de ne rien faire, on aboutit à créer le pire, hein. Donc, l'évolution de la crise vient de l'absence de volonté de prendre le problème à bras-le-corps. Et c'est là où je rejoins Pierre Duquesne quand il dit au fond, il faut que les Libanais bougent de l'intérieur. Il n'y a pas à attendre le Messie comme ça qui va tomber du ciel, la communauté internationale qui va intervenir et sauver le Liban. Mais nous sommes dans une période intermédiaire où la classe politique est déclassée, on ne voit pas très bien son avenir. Bien qu'il faille relativiser, hein, je veux dire, si on entre dans la sociologie des communautés, il y a des changements du côté des élites chrétiennes, des élites sunnites, moins du verrouillage qui vient du côté de la communauté chiite qui est totalement embrigadée par deux partis politiques, moins du côté de la montagne druze, mais il y a un changement. Hein. Donc, il y a une dynamique interne qui se met en place. Elle n'est pas suffisante pour apporter des réponses immédiates de formation, de gouvernement, d'une société civile qui se serait muée en société politique rapidement. Bon. Mais, cher Pierre, et c'est là où je reviens vers ce qu'a dit le professeur Charillon, et je n'oublie pas ce qu'a dit Daniel Joanneau, qui a dit il y a effectivement, de ce point de vue de l'impasse interne, une désespérance, hein, une classe qui n'arrive pas à se renouveler et à passer le relais. Mais les crises internationales, moi je ne sais pas quel est le pays qui peut être pris dans une telle tourmente. On a rappelé le 1,2 million de réfugiés. Il y a une question qui a été posée sur le chat que je viens de voir qui dit la politique européenne. Je ne comprends pas la politique européenne, qui consiste à aider les réfugiés syriens qui méritent toute l'aide du monde, hein, on est d'accord, mais dans un contexte où la population libanaise, elle, est aidée, disons, indirectement. Tout le monde sait que les réfugiés syriens bénéficient d'une espèce de carte bancaire qui leur permet de tirer chaque mois un petit pécule pour vivre au Liban. Et les responsables de la politique communautaire au Liban font valoir que cet argent revient dans le circuit économique, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque maintenant, certains réfugiés syriens peuvent rentrer chez eux et reconstruire tranquillement leur maison ou leur habitat, et puis revenir au Liban de temps en temps, enfin régulièrement plutôt, pour encaisser le pécule européen. Et l'Union européenne ne veut pas discuter avec le Liban d'une politique harmonisée de retour progressif des réfugiés. Mais ça, c'est un vaste problème. Il y a la crise avec le Hezbollah, qui est un parti dont l'autonomie est douteuse, qui n'a pratiquement pas d'autonomie. Ses armes lui viennent de l'Iran. Son financement est iranien, bien que maintenant ce financement ne peut plus être aussi iranien qu'avant, mais il est composé par beaucoup de contrebande et de blanchiment. Bon, je veux bien, mais on est au cœur dans l'œil du cyclone dans cette affaire-là. Les Saoudiens boudent et avec eux les grands argentiers de la péninsule boudent. C'est-à-dire que je voudrais mettre l'accent sur la dimension internationale de la crise. Là où c'est incompréhensible, et je termine Aurélien, c'est que les Libanais, un peu comme ce que disait Talleyrand, hein, des aristocrates de la Révolution française, ils n'ont rien oublié, mais ils n'ont rien appris.
Effectivement, quand on a connu trois interventions massives, sur trois occupations d'une certaine manière, et d'une manière certaine même, de venir de nouveau se jeter dans les bras de tel ou tel État régional sous le prétexte qu'on va être encore plus fort pour mieux négocier à l'interne. Mais ça conduit à des impasses mortelles, c'est le cas de dire, mortelles. C'est suicidaire de se comporter comme ça. Mais la jeune génération n'est pas comme ça. Et le capital libanais en termes humains, en diaspora, en capacité, en possibilité de participer à la reconstruction et par le capital financier et par le capital humain est extrêmement grande. Il faut être optimiste sur ce fait-là. Mais je veux m'arrêter là parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur laquelle, qui est extrêmement importante. Comment la communauté internationale peut-elle venir en aide au Liban? Alors, l'ambassadeur Duquesne nous a dit sur le plan économique. Et quels sont les mécanismes sur le plan politique? Est-ce qu'on peut commencer à réfléchir comment on peut détricoter le nœud libanais aujourd'hui? Mais peut-être que nous aurons l'occasion d'aborder cette question. Et avant de revenir sur cette question politique et sensible, moi, j'avais une question pour François Khayat, s'il le veut bien. On parlait tout à l'heure de la pente, qui est plus forte que douce, de la dynamique de la crise. Pourriez-vous, François, nous décrire un scénario probable dans les 6 prochains mois ou la prochaine année si l'inertie perdure? Quelles vont être les conséquences économiques et financières? Les conséquences sont dramatiques et on le voit tous les jours aujourd'hui. La réalité, ce qui est le facteur le plus surprenant pour moi, tout le monde connaît un petit peu le modèle de Kubler-Ross sur les 5 phases du deuil. J'ai l'impression quand même qu'en matière économique, les Libanais se sont arrêtés à la deuxième phase, c'est-à-dire la résistance. D'abord l'incrédulité, ensuite la résistance. Et on en est à la résistance. Et on rejette la réalité des faits. L'acceptation de la réalité des faits, c'est le début de la solution. Ensuite, le panachage, ça c'est quelque chose qu'on peut toujours travailler si jamais il y a un minimum de bonne volonté, puisqu'encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, les faits sont têtus et il suffit de se mettre autour d'une table pour trouver une solution. L'absence de solution, c'est quoi? L'absence de solution, c'est quelque chose qui est parfait pour ceux qui cherchent à bloquer les réformes. Or, on voit bien qu'avec les réformes, vient le rétablissement quand même d'un certain état de droit et j'imagine à un moment ou à un autre une recherche de responsabilité. Et cette recherche de responsabilité que ceux qui s'opposent aujourd'hui à tout changement cherchent à éviter à tout prix, va conduire à la seule solution possible, c'est-à-dire quoi? De continuer à vivre dans un système plus ou moins autarcique, de plus en plus coupé du monde, et dans lequel on fabrique de la pauvreté, aussi bêtement que ça. Alors ensuite, le bon modèle, est-ce que c'est le Venezuela? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est de l'hyperinflation alors ce n'est plus 3 chiffres, hein, c'est 4, 5, 6 chiffres. Pourquoi pas? Tout est possible. Encore une fois, reprenons ce stock de dollars, continuons à prétendre que ce sont des dollars et transformons-les en livres libanaises. Peu importe la création monétaire qu'on a vu voir ces derniers temps en matière de monnaie fiduciaire, on va se retrouver avec des multiples de tout ça. Donc, malheureusement, encore une fois, je ne vois pas de solution construite qui ne passe pas par une reconnaissance de l'état de fait et à partir de là, le début d'une reconstruction. Parce que le temps ne permettra pas de résoudre le problème. Merci François Khayat. Il y a beaucoup de questions dans le chat qui tournent autour de la situation politique, de la nécessité d'appliquer réellement les règles d'une bonne gouvernance ou de changer celles qui ne sont pas présentes. Là aussi, peut-être que les intervenants, y compris Daniel bien sûr et Frédéric, voudraient donner leur éclairage sur la dimension proprement politique et libano-libanaise aussi de cette crise. Oui. Frédéric, Joseph? Joseph est plus au fait du libano-libanais que moi. Non, il y a beaucoup de questions et sont toutes centrées autour de ce qu'on a dit.
l'ambassadeur Joanneau, Frédéric Charion ont mentionné cette dynamique de la société civile avec ces nouveaux groupes qui sont en train de se constituer. La dynamique politique, c'est l'horizon 2022, c'est-à-dire les élections. Il ne faut pas sortir de ce cadre, il faut militer pour ce cadre, tout en étant lucide, hein, et en sachant que beaucoup de forces politiques installées, établies aujourd'hui, n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait des élections, parce qu'elles elles conduiront automatiquement leur présence. Et donc, il faut conforter la dynamique de la société civile. Moi, ça me semble extrêmement important. Je ne vois pas de sortie substantielle de crise. Deuxièmement, à l'occasion de cette crise économico-financière, il y a une crise du système politique, je le mentionnais vraiment pour ne pas rentrer dans des débats très techniques sur le devenir de la constitution de TAEF. Hein. Et cette dynamique de la société civile rencontre cette remise en cause du système classique confessionnel, puisque de plus en plus de forces plaident aujourd'hui au Liban pour une déconfessionnalisation, une société civile qui sorte un peu des calculs communautaires. Donc là, il faut absolument insister sur ce point, peut-être procéder à des élections avec des observateurs internationaux. Il y a aujourd'hui, il y a eu l'élection, il faut la monter en épingle ou non. Je vois que Zena Karam en parle sur le chat de l'élection du nouveau syndicat des ingénieurs. Eh bien, celle-là, effectivement, conforte une dynamique de progression de la société civile dans un contexte de blocage de la société politique. Alors, j'en fais pas une montagne, hein. Je veux pas vraiment, ce n'est pas l'hirondelle qui va annoncer tous les printemps du monde, c'est impossible. Hein. Mais il y a cette tendance, il faut conforter cela. Et que peut faire la société politique? Parce que j'ai vu qu'il y avait une question posée par Madame Elou, je crois, Tania, qui disait « Mais que peut faire la communauté internationale ?» Là, je rejoins Pierre Duquesne. La communauté internationale ne va pas ne va pas intervenir au Liban du jour au lendemain avec force troupes pour résoudre la question. Et c'est là où ce qu'on peut demander, en plus de la médiation française essentiellement, franco-américaine si vous voulez, franco-européenne, je l'espère, dans un temps ultérieur, si elle n'est pas déjà en place ou les prémices ne sont pas en place, c'est qu'il y ait un débat régional. C'est que les puissances hors Moyen-Orient, mais est-ce que l'Europe est hors Moyen-Orient? Elle est méditerranéenne, donc elle est quelque part Moyen-Orient. Aide à ce débat régional sans lequel aucune solution ne pourra voir le jour au Liban. Il y a des acteurs qui se sont imposés, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans, on n'en a pas parlé. Frédéric disait tout à l'heure le Hezbollah, bon, on a parlé un petit peu du Hezbollah, mais il y a la Turquie, il y a la Russie, qui s'est installée, j'allais dire, à demeure, les Américains qui ne sont pas partis de Syrie, contrairement à ce qu'on pense, l'Arabie saoudite qui, pour le moment, punit le Liban parce qu'elle punit les Hezbollah et à travers lui, elle punit tout le Liban. Il y a l'Égypte qui ambitionne d'avoir un rôle. Bon, comment faire pour que... la question que posait Tania Helou tout à l'heure, comment faire pour qu'on puisse sortir de ce contexte international, favoriser le contexte régional. Je voudrais simplement faire une remarque de politologue. Le Moyen-Orient, sous le contrôle de Frédéric Charion, bien sûr, le Moyen-Orient est la seule région du monde où il n'y a pas d'organisation de sécurité régionale. Il y a de l'ASEAN, il y a de l'OEA, pour l'Amérique, il y a de l'OTAN ailleurs. Mais la Ligue arabe, on n'en parle pas parce que franchement, la Ligue arabe a explosé il y a longtemps au moment des accords de Camp David, puis de la guerre irakienne, et elle ne s'est jamais remise de ces deux crises. Et qu'est-ce qui reste? Il reste effectivement qu'aujourd'hui, elle est incapable de résoudre toutes ces crises à cause d'acteurs non arabes dans ce conflit. Qu'est-ce qu'on fait avec Israël? Tous les Arabes ne parlent pas à Israël. Qu'est-ce qu'on fait de l'Iran? Qui parle avec l'Iran? Le néo-ottomanisme est devenu un nationalisme turc qui entend jouer tout son rôle dans le cadre régional et non plus sur un plan européen. Il faut absolument que, quelque part... Alors,
Rêver d'une conférence internationale sur le Liban, pour le moment, malheureusement, c'est impossible parce que le contexte, la crise n'est pas détachable de son environnement plus large. Mais pourquoi ne pas plaider pour une conférence régionale pour résoudre à la fois les problèmes du terrorisme, voire l'intervention des forces étrangères un peu dans la région. Je vois que le président Macron, par exemple, vient de demander, concernant la crise libyenne, mais il n'était pas le seul, l'Union européenne s'est jointe à lui là-dessus, que toutes les forces d'intervention en Libye sortent du cadre libyen. On peut demander aussi à ce qu'il y ait une stabilisation du côté de la Syrie, du côté de l'Irak, et par répercussion, le Liban s'en portera mieux. Alors, je sais peut-être des plans sur la comète, mais il y a des efforts diplomatiques à faire sur le plan régional. Or, nous avons trop tendance à regarder le Moyen-Orient avec le regard des grandes puissances sur la région. Mais il faut s'habituer aussi à la montée en puissance des petites ou des moyennes puissances dans cette région. Et ça aussi, le problème libanais est tributaire un peu de cette dépendance régionale. Ça, c'était pour dire à l'ambassadeur Duquesne qu'il a parfaitement raison de miser sur la dynamique interne. Si les Libanais ne sont pas unis, quel que soit l'environnement qui les entoure, ils seront exploités à fond. Mais d'un autre côté, quel est le pays qui peut supporter une charge régionale aussi importante en termes d'intervention, de terrorisme, de réfugiés? Je connais peu de pays dont la résilience aurait tenu aussi longtemps. Merci, cher Joseph. L'ambassadeur Pierre Duquesne. Oui, mais voilà, je vais être bref. Un, pour dire que la communauté internationale n'est pas divisée sur sa vision du Liban. Il y a une instance dont on n'a pas parlé, dont je dis un mot, qui s'appelle le GIS, qui est une instance, groupe de soutien international, qui a été créé il y a 7-8 ans et qui a la vertu de regrouper tous les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies à côté d'autres pays, y inclut du Golfe ou d'autres pays européens. La Russie, la Chine, membres permanents du Conseil de sécurité, signent des communiqués communs avec les États-Unis d'Amérique, la France ou le Royaume-Uni et d'autres, sur une vision commune du Liban. Oui. Il faut que se fasse un gouvernement, il faut que des réformes se fassent, etc. etc. Donc, il y a pas... C'était à l'initiative de la France, le groupe de soutien, les Amis du Liban, on l'appelait, c'est cela? Au départ, oui. Et enfin, de toute façon, là, ils se réunissent, c'est sous l'égide des Nations Unies, ils se réunissent aussi sous l'égide de celle-ci avec nous, etc. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vision totalement partagée, notamment de la Russie et de la Chine. Deuxième point, effectivement, il ne serait pas une seconde acceptable que les élections n'aient pas lieu à bonne date. Donc, elles doivent avoir lieu, poser les débats. Bon, comme dans d'autres pays, ça peut être sortez les sortants, mais je pense qu'il serait utile qu'on y pose les vrais sujets. C'est effectivement International Support Group, c'est ce que j'ai dit, groupe international de soutien. Troisièmement, le dialogue avec la société civile, nous l'avons commencé. Je dirais que nous l'avons commencé, le président de la République lui-même, dès le 6 août. Et j'ai eu la chance de faire les voyages et du 6 août et du 1er septembre. Il a eu ce dialogue avec la société civile, y compris dans la rue. Donc, dès le départ, le ministre Le Drian, y allant début mai, a d'une certaine manière formalisé cela. Donc, nous y sommes. Je vous ai cité cette anecdote qui, dans le système libanais, n'a pas été totalement anecdotique, de faire parler les représentants de la société civile en conférence internationale avec 14 chefs d'État et de gouvernement et une trentaine de ministres avant le président de la République libanaise. Bon, nous y sommes. Alors, symétriquement, il faut, et ça a été fort bien dit, je crois, par Daniel Joanneau, que la dite société civile s'incarne, existe. On me disait un temps qu'il y avait 400 boucles WhatsApp. Formidable, grand débat démocratique, mais l'exemple que nous avons sur les pays en crise de la région, c'est qu'à un moment ou à un autre, il y a eu des incarnations.
de cette société civile, des gens qui ont été reçus dans les différents palais des différents pays, qui ont peut-être disparu après dans le système, mais nous n'avons pas, à la minute où nous parlons, nous n'avons pas cette incarnation de la société civile en quelques personnes, pas une ou deux, mais 10, 15, que sais-je. Ça démarre, Daniel disait cela, mais c'est encore le début et nous sommes à un moment de crise profonde du pays. Donc tout ça, nous le faisons. La France continue, je vous l'ai dit, je ne crains pas l'hostilité de la communauté internationale. Je crains son indifférence. Oui. Et le fait que le Liban n'est pas forcément au centre du dispositif. Il y a une caractéristique commune que je vois partagée par le Liban et la France, qui nous rend peut-être si proches, c'est que nous avons le sentiment, en France et au Liban, d'être au centre du dispositif mondial, que le monde tourne autour de nous. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Et donc, s'il n'y a pas, je dis malheureusement, mais c'était en souriant, bien entendu, s'il n'y a pas de l'intérieur du Liban quelque chose qui sorte, qui dise, bon, voilà le projet que nous avons. Pas seulement sortez les sortants, mais nous voulons construire tel modèle. Enfin, la communauté internationale ne pourra rien faire. Bon, et malheureusement, CEDRE, je vais le dire encore autrement, CEDRE était probablement, la conférence CEDRE d'avril 18, était probablement la dernière chance que la France a offerte d'échapper à, si je puis dire, un programme du Fonds monétaire international. Elle n'a pas été saisie. Depuis le défaut de souverain de mars 2020, il n'y a pas d'autre solution qu'un programme avec le FMI. Et ce que peut faire la France aussi, elle l'a déjà fait pour le Liban, elle l'a déjà fait pour d'autres pays, c'est aider à ce que la négociation avec le fonds ne soit pas one size fits all, que le FMI prenne en considération les caractéristiques du Liban, qu'on soit dans un jeu permanent de give and take, ce qui est classique et ce pourquoi nous savons faire. Encore faudrait-il qu'il y ait un début. Je vais vous donner une anecdote. Au chapitre des réformes, c'est tout sauf une réforme, il était prévu que les projets qui sont utiles, qui ont été présentés à la conférence CEDRE, ils sont de l'ordre de 280, soient mis sur un site Internet. Ici, un bout de route, là, un bout d'école, là, des stations de pompage, que sais-je, des choses grosses et petites. Ce site Internet n'a jamais été créé. Jamais. Je n'ose pas appeler ça une réforme, mais voilà, si déjà on démarrait faire le premier pas, ça serait pas mal. Voilà, pardon, je vois que Daniel a envie de parler et je m'en vais. L'ambassadeur Daniel Joanneau. C'est à propos du FMI. Dans le passé, le FMI, là où il intervenait, dans des pays traversant une grave crise, était très impopulaire. L'image du FMI était associée à celle de réformes très douloureuses. Au Liban, ce n'est pas du tout le cas. Ce que le FMI propose va dans le sens de ce que demande le peuple libanais, la société civile. Les réformes préconisées par le FMI correspondent aux réformes souhaitées par les Libanais. Et de façon très paradoxale, au Liban, le FMI apparaît comme le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Comme le disait l'ambassadeur Pierre Duquesne tout à l'heure, il faudrait que la jeunesse du pays défile dans les rues en réclamant l'intervention du FMI. Ce qui renvoie d'ailleurs à une question dans le chat. Un étudiant peut-être poser la question, qu'est-ce que les jeunes peuvent faire, qu'est-ce que la jeunesse peut faire pour réagir à ce qui se passe autour de nous. Et je voudrais aussi avoir le sentiment de nos intervenants sur une question qui a été formulée en quelques mots, qui est peut-être une des plus douloureuses et à laquelle évidemment seuls les Libanais peuvent répondre. Et c'est que dans toutes ces crises qui sont au cœur du Liban, crise humanitaire, crise économique, crise financière, crise politique, crise sécuritaire, Karim mentionnait, n'y a-t-il pas aussi une crise identitaire? Et il posait la question, les Libanais veulent-ils encore vivre ensemble? Alors, la réponse appartient aux Libanais, mais quel serait peut-être le sentiment, l'interprétation des uns et des autres qui connaissaient bien le Liban?
Oui, ce que mentionnait l'ambassadeur Duquesne tout à l'heure, la fatigue, et qui a été rejoint par Daniel, la fatigue vis-à-vis du Liban. Hein. On la voit, effectivement, elle permet de dire jusqu'à quand on peut aider un gouvernement ou un pays dont le gouvernement ne veut pas s'aider lui-même. Mais ce qu'on ne voit pas, effectivement, et qui est présent au cœur des débats libanais, mais des débats politiques, c'est que beaucoup de Libanais se posent la question de la durabilité ou de la permanence du système du vivre ensemble ou du vivre en commun. Et on voit se manifester des tendances qui ne sont pas nouvelles, qui existaient au temps, par exemple, où les forces libanaises, c'est-à-dire le parti de Béchir Gemayel, tenaient le haut du pavé, une espèce de recroquevillement, chacun sur sa localité ou sur sa région. Par exemple, il y a aujourd'hui ce qu'on peut appeler un isolationnisme chiite dans le sud Liban, où la communauté chiite se retrouve autour d'elle-même, sur elle-même. Le Hezbollah est en train de venir en aide aux membres de cette communauté, comme si effectivement il y avait une communauté qui vivait en marge des autres. On voit du côté chrétien se manifester des tendances fédéralistes, en disant est-ce qu'on peut continuer dans ce système de ce qu'on appelle le fédéralisme personnel, c'est-à-dire des communautés qui ont décidé de vivre ensemble, mais pas d'aller jusqu'au découpage territorial, le fédéralisme territorial à la Suisse ou à la Belge, hein, de manière comme la Belgique. Et on voit se poser des questions, des gens qui disent écoutez, moi je préfère la fédération, ça commence à devenir pénible, chacun chez soi, avec une autonomie régionale, etc. La montagne druze aussi peut caresser des aspirations semblables. Et là, c'est un peu cette fatigue qui peut se répercuter à l'interne et qui fait que Aurélien, cet interlocuteur, nous dit est-ce qu'il y a une crise identitaire? Et bien entendu, une crise économique n'est jamais sans effet sur le plan de la conscience de vivre en commun. Donc on se dit, est-ce qu'on peut continuer comme ça? L'un regarde vers l'Occident, l'autre dit la solution vient de l'Arabie Saoudite, le troisième dit hors de l'Iran, point de salut. Hein? Et on est dans cela. Mais je vois que Pierre Duquesne voulait intervenir. Si j'y suis autorisé par le président de séance. Oui. Ah oui, ça, on est tous. Sur l'aspect identitaire, je vous donne deux anecdotes, mais très concrètes pour tout le monde. Dans l'équipe que j'anime, nous faisons un gros travail sur les questions culturelles, à bas bruit, mais nous faisons un gros travail, et notamment la personne qui travaille avec moi, qui est un inspecteur général du ministère de la Culture, qui s'appelle Robert Lacombe, est en train de travailler avec le Centre national de la musique pour faire travailler ensemble les festivals de musique libanais. Voilà, les festivals de musique libanais, qui, vous le savez comme moi, chacun en sa coloration, et vous regardez les noms des gens à la tête. Bon, ce travail avance à bas bruit et peut-être aboutira, c'est l'idée que nous avons, c'est très concret, un festival des festivals qui regrouperait toutes les communautés. Autre exemple. J'ai eu le privilège, il y a quelques mois, d'assister à une rencontre entre deux confédérations patronales d'entreprises. L'une chrétienne, l'autre sunnite, qui m'avait dit, alors je suis en train de trahir, mais on va peut-être se rapprocher. Formidable, rapprochez-vous, et rapprochez-vous avec la troisième. Il y en a plus que trois en fait, avec le patronat chiite, vous avez les mêmes demandes. Donc, travaillez ensemble. Il n'y a pas besoin là de changer les forces politiques, hein, que les dirigeants de festivals libanais travaillent ensemble et que les chefs d'entreprise libanais qui sont sur le module général des chefs d'entreprise, c'est-à-dire moins d'État, moins d'impôts, etc., qui pensent la même chose, travaillent ensemble. Donc ceci me paraît quelque chose de faisable. Et c'est de la population que ça dépend. Et elle s'est retrouvée parfois dans la rue, elle peut se retrouver aussi là. Et il y a plein d'exemples. Je réponds à une question sur la jeunesse. C'est peut-être un peu provoquant ce que je disais sur le FMI. Je vais donner quelque chose pour la jeunesse. Je vois des visages jeunes là. Il y a une organisation internationale particulière qui s'appelle le Partenariat pour un gouvernement ouvert, Open Government Partnership, qui regroupe à la fois des États, des organisations internationales et des organisations de la société civile.
il y a à peu près 80 et quelques États, 3000 organisations de la société civile. Et ça rejoint ce qui a été dit sur le chat sur le digital. L'e-government est bien entendu quelque chose qui va aider au Liban. Il faut le demander, il faut pousser à la numérisation de l'administration. Le Liban n'est pas loin de l'adhésion au PGO, Partenariat pour un gouvernement ouvert, mais enfin, il a encore des étapes à franchir, singulièrement en matière de liberté de la presse. C'est un sujet dont on n'a pas parlé, mais qui mérite attention. Que les jeunes, parce que le PGO au départ, c'est une initiative de jeunes, se mobilisent, que les jeunes Libanais demandent la fin du processus d'adhésion du Liban au PGO, Open Government Partnership. Je pourrais en citer plein d'autres. Ce que je veux dire, c'est que sans rêver, sans penser que tout va se changer en une fois, que se mettent en place concrètement chez les gens des initiatives qui contourneront la division confessionnelle, les problèmes identitaires, que sais-je. Oui. Est-ce que je peux aller, Aurélien, dans le sens de Pierre Duquesne, effectivement, pour mentionner… Bien sûr, je rappelle simplement que nous étions convenus de nous arrêter vers 18h30. On a évidemment dépassé un peu compte tenu de la richesse du sujet. Donc, quelques mots peut-être, Joseph, aussi en forme de synthèse, et puis brièvement, si ensuite nos autres intervenants, François, Frédéric, Daniel et bien sûr Pierre, vous souhaitez conclure, de manière à ce qu'on puisse lever la séance. Oui, je ne sais pas si je vais faire une synthèse qui est pratiquement impossible. On a touché à beaucoup de choses. Mais pour aller dans le sens de Pierre, pour essayer de dépasser ce blocage nouveau qui est en train d'apparaître, qui est le blocage identitaire, savoir qui on est-ce que tout le monde est phénicien, est-ce que tout le monde est arabe, est-ce que le Liban est chrétien, est-ce que le Liban est musulman, etc. Ce que signale Pierre est une tendance profonde dans les pays de fédéralisme. C'est par la coopération fonctionnelle qu'on a résolu pas mal de problèmes et qu'il y a eu des rapprochements et l'unité. Je pense à deux pays aussi immenses que l'Australie et que les États-Unis. C'est quand il a fallu créer un système de chemin de fer qui relie l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud du pays, que les États se sont rapprochés, ont commencé à discuter sur la longueur des rails et le système ferroviaire en tant que tel. C'est un exemple un peu anecdotique, mais ça fait effectivement une espèce d'homogénéisation des structures de base et des conditions de vie communes. L'Union européenne ne fait pas autre chose en harmonisant les marchés, les autoroutes, etc. Donc, c'est une manière de procéder de manière concrète, fonctionnelle, à un rapprochement identitaire, de type identitaire, sans qu'il soit traité frontalement à l'identitaire. Mais il y a des questions qu'on n'a pas résolues aussi. Le pays est dans une région qui vient de sortir d'une guerre terrible, qui est la guerre de l'Irak, avec des persécutions contre des minorités. C'est un pays où les mémoires sont vives, la mémoire du génocide arménien, des massacres des populations au XIXe siècle maintenant. Israël s'est fondé aussi sur la mémoire de l'Holocauste. Et ce sont des logiques mémorielles en situation conflictuelle qu'il faut prendre en considération. Bien sûr, on n'a pas le temps de faire tout ça, mais le chantier est immense. Mais la volonté de miser sur la jeunesse, la dynamique transcommunautaire, la richesse de l'apport potentiel de la diaspora, ce sont des perspectives qui fondent l'avenir du Liban. Et il faut compter là-dessus. Merci au professeur Maïla. Frédéric Charillon, un mot encore? Très rapidement, dans les relations internationales, le généraliste que je suis, amoureux du Liban, mais pas spécialiste du Liban, mais généraliste des relations internationales que je suis, on dit toujours il y a deux types de tests ou de moments déterminants. Il y a dans les relations internationales les baromètres et puis il y a les crash tests. Les baromètres, ce sont les situations dont nous savons qu'il y a des hauts, il y a des bas. On ne les résoudra jamais totalement, mais il y a des périodes plus calmes et plus optimistes que d'autres. C'est par exemple la question israélo-palestinienne, puis d'autres moments où le baromètre est dans le froid glacial. Et puis il y a les crash tests. Et le crash test, si vous me permettez cet anglicisme, c'est un peu le Liban. C'est-à-dire ce sont des situations qui interpellent toute la communauté internationale
parce qu'on sent bien que là se joue une partie de l'avenir des relations internationales. Et si on n'arrive pas à sortir le Liban de cette situation, ça ne sera pas uniquement l'affaire du Liban. Ça sera l'échec de beaucoup d'acteurs, ça sera l'échec de la communauté internationale, ça sera l'échec d'une partie de la communauté des États contre des acteurs transnationaux, de la puissance contre la nuisance, etc. etc. Et là, je crois qu'on est vraiment à l'aube de quelque chose de fondamental qu'il ne faut pas rater. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on a les solutions. Tout le monde l'a dit, c'est extrêmement compliqué, mais c'est un test absolument terrible et crucial pour la suite des relations internationales, pas seulement pour le Moyen-Orient, pas seulement pour le Liban. Le Liban, comme beaucoup de pays, se voit au milieu de l'ensemble des enjeux. Et ce que vient de dire le professeur Charian est très, très vrai. Ce sont beaucoup de choses qui se jouent au Liban, au-delà même de la situation économique et financière du pays. Un dernier mot peut-être, l'ambassadeur Joanneau, puis François Kayyat, puis Pierre, le mot de la fin. Micro, Daniel. Jean-Paul II avait dit « Le Liban est un message ». Et nous souhaitons tous qu'il redevienne un message. Merci, monsieur l'ambassadeur. François Kayyat, votre mot de la fin? Mon mot de la fin, il est assez simple. Même si jamais le débat économique a occupé le terrain au Liban pendant toute cette période récente, on le voit bien à la nature de la discussion que nous avons maintenant, que le véritable sujet est que l'impulsion est nécessairement politique. Et à un moment ou à un autre, le Liban va devoir trouver la réponse politique à ces problèmes pour pouvoir initier les changements et le redressement économique qui est nécessaire. Pour le reste, on saura faire, mais il faut simplement que nous ayons un interlocuteur qui a envie de faire. Merci. Et le mot de la fin pour l'ambassadeur Pierre Duquesne, qui va peut-être nous révéler que depuis les racines profondes du cèdre pousse une nouvelle sève. Difficile. Deux, trois mots de la fin. Un, pour dire que nous approchons de la date anniversaire de l'explosion du 4 août et que, par hypothèse, la France va se manifester autour de cet anniversaire qui est un symbole d'une certaine manière. Ce n'est pas seulement les silos qui ont explosé. Deux, qu'avant cette date, puisque Daniel citait des propos de Jean-Paul II, pas plus tard qu'après-demain, au Vatican, vont se réunir avec le pape actuel des responsables chrétiens libanais. Bon, ça montre, et je dis tout de suite que ni de près ni de loin, c'est à l'initiative de notre pays, donc ça montre que le sujet est vu aussi sous cet angle. Trois, pour répéter effectivement qu'il y a une richesse incroyable de ce pays qui me fait penser qu'il va s'en sortir. Alors, c'est ça la sève du cèdre. Ce n'est pas forcément le cas dans d'autres. Et je vais me permettre, Oresco référence, une comparaison. Il se trouve que j'ai eu la chance de m'occuper d'un pays voisin du Liban pendant plusieurs années, qui s'appelle la Palestine. Et la Palestine vit dans un nœud de contraintes que je n'ai pas à vous décrire. Et la richesse humaine, la capacité à créer des choses, à faire du business, à créer des institutions, je l'ai également trouvé, donc c'est le sujet phénicien ou arabe de Joseph, je l'ai également trouvé chez les Palestiniens. Et donc j'ai le sentiment, et je sais bien quand je dis ça, je mets le pied sur des mines, mais si les Palestiniens peuvent faire un certain nombre de choses, je pense que les Libanais peuvent le faire aussi dans un environnement, dans des contraintes absolument considérable. Donc voilà, c'est cette richesse humaine, ce capital humain qu'il faut faire développer, poursuivre, et c'est la responsabilité de tous ceux qui ont encore tenu. Là, il y a encore 84 personnes, et je les en remercie, qui nous ont écoutés. Bon courage, et pour ce qui concerne la France, elle sera là. Hein. Et j'en termine avec un mot d'Emmanuel Macron, qui était « Je ne vous lâcherai pas », a-t-il dit aux Libanais lors d'une de ses visites.
Et ce « je ne vous lâcherai pas », bien entendu en français, deux significations, tout à la fois « je ne vous abandonnerai pas », et c'est bien ce qu'il fait. Et je serai toujours sur votre dos aussi pour vous forcer à bouger, toutes et tous. C'est dans cet état d'esprit que nous travaillons. Merci infiniment. Merci beaucoup à l'ambassadeur Pierre Duquesne, merci beaucoup à François Cayatte, merci beaucoup à l'ambassadeur Joanneau, merci beaucoup au professeur Charillon et merci infiniment au professeur Joseph Maïla, qui est la cheville ouvrière de ce 62e séminaire de l'Irénée. Merci à tous ceux qui ont participé jusqu'au bout. Je sais qu'il y avait beaucoup d'envie de poser encore d'autres questions. 1h30, c'était très court pour une situation aussi compliquée. Mais merci vraiment à tous d'avoir partagé votre connaissance et votre affection pour le Liban. Voilà, bon vent à tous. Peut-être nous reverrons-nous sur ce même sujet dans quelques temps pour faire le point, parce que je crois que ça a suscité beaucoup d'intérêt, et notamment chez les anciens de l'ESSEC et chez les étudiants libanais en scolarité à l'ESSEC. On leur tire notre chapeau. Vous avez, étudiants, franchi cette année dans des conditions très particulières et difficiles. Bravo de l'année que vous avez menée et j'espère vous retrouver pour ceux qui poursuivent leur scolarité sur le campus de Cergy dès septembre prochain. Voilà, bon vent à tous, bon été.